Ah oui, et Aldo Carbonari qui donne pouvoir à Bénédicte Guillaume. Nous aurions besoin, s'il vous plaît, comme d'habitude, d'un secrétaire de séance. Allez, Sandrine Moutin. Il n'est pas un peu fort, le micro? Non? Il est un peu fort. C'est mieux, là? Oui, c'est mieux. Donc, Sandrine Moutin est désignée secrétaire de séance. Merci, Sandrine. Le premier point que nous avons donc, c'est l'approbation du procès-verbal du dernier conseil municipal, que vous avez tous eu. Oui. Est-ce qu'il y a des réflexions, des remarques, des propositions de changement sur ce PV? Pas de remarques? Très bien. Eh bien, nous devons donc le voter. Y a-t-il des abstentions? Non. Des votes contre? Non. Donc, le procès-verbal du dernier conseil municipal est donc retenu. Alors, nous avons un conseil municipal ce soir, vous le savez, qui va être un petit peu court comparé à d'habitude. Ce n'est pas forcément désagréable, puisque nous aurons seulement 2 points. Nous aurons 2 points, notamment un point sur une convention de portage avec l'EPFL concernant l'opération à l'immeuble Saint-Jean. Et c'est notamment de fait de ce point-là qu'on a un conseil municipal ce soir, puisque nous devions le voter avant le 28 avril, pour être accord avec le conseil de l'EPFL qui aura lieu donc le 28 avril. Merci. Et le deuxième point, ce sera Gérard Fay qui nous présentera le rapport d'observation de la Chambre régionale des comptes sur la gestion de Grenoble-Alpes Métro, des exercices de 2014 à 2018, et quelques décisions administratives. Donc sur le premier point, la convention de portage, donc dans le cadre effectivement des biens qui étaient portés par le PFL, il y a, vous le savez, 2 appartements à l'immeuble Saint-Jean, un au bâtiment 2, un au bâtiment 4. Et ces 2 appartements, nous avons souhaité les mettre en vente. Alors pourquoi? Déjà pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il n'y a pas de projet sur ces logements, qu'ils sont vides depuis maintenant de nombreuses années. Et puis évidemment du fait de la demande de l'EPFL de régler rapidement, on va dire, nos affaires, puisqu'on a 11 biens chez eux qui n'ont pas forcément d'utilité. Donc nous commençons. C'est aussi un appel, un message assez fort qui est envoyé à l'EPFL de notre bonne volonté d'engagement pour effectivement nous séparer de ces biens portés par l'EPFL. Alors, y a-t-il des souhaits d'intervention? Pas de remarques? Eh bien, je vais donc mettre au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Oh, pardon, je ne les voyais pas. Excusez-moi. 3 abstentions. Et qui est contre? Personne. Donc, après en avoir délibéré, nous adoptons donc ces propositions et nous approuvons le principe de mise en vente de ces biens sur le marché par le PFL pour le compte de la collectivité. Et donc, je suis maintenant autorisée à procéder à la mise en œuvre de cette délibération, à signer toutes les pièces nécessaires. Le point numéro 2 va vous être présenté par Gérard, le rapport d'observation de la Chambre régionale des comptes sur Grenoble Métro. Merci Nelly. Le projet de délibération va probablement figurer sur l'écran. Voilà. Alors, il s'agit bien du rapport d'observation définitive de la Chambre régionale des comptes sur la gestion de la métropole grenobloise au cours des années 2014 à 2018. Alors, pourquoi définitive d'abord? Alors, un petit mot du
de la procédure d'examen des comptes par les chambres régionales des comptes. La Chambre produit un pré-rapport qu'elle envoie à l'autorité exécutive de la collectivité. Donc voilà pourquoi le rapport qui vous est présenté est le rapport définitif, c'est-à-dire le rapport qui a été établi par la Chambre régionale des comptes après que l'autorité exécutive de la métropole ait pu faire ses observations. En pratique, donc, la Chambre régionale des comptes a arrêté son rapport dans sa séance du 23 juillet 2020 et elle a ensuite transmise en caractère définitif au président de la métropole pour être présenté à son assemblée délibérante, à savoir au Conseil métropolitain. C'est d'ailleurs dommage qu'Alfio soit pas là, car il aurait peut-être pu nous apporter des éléments d'information ou répondre à certaines questions concernant les débats qui ont pu avoir lieu au sein du Conseil métropolitain le 20 novembre dernier, lorsque ce rapport leur a été présenté. Donc, ce rapport de la Chambre régionale des comptes, c'est un document qui est public et qui est assez conséquent, puisqu'il comporte plus de 100 pages, 106 exactement, et que la réponse du président de la métropole est annexée à ce document, sachant aussi que la réponse du président de la métropole est conséquente également, puisqu'elle comporte pas moins de 19 pages. Alors chacun d'entre nous a pu prendre connaissance de ces documents, bien entendu. Je précise simplement que ce rapport comporte une synthèse d'1 page et demie et qui est donc un document probablement plus accessible. La loi prévoit que ce rapport soit communiqué aux instances délibérantes de toutes les communes membres et c'est pourquoi nous en parlons aujourd'hui, sachant qu'il ne relève pas d'une approbation, mais qu'il est destiné à susciter, le cas échéant, un débat entre nous. La première réaction, je dirais, c'est que ce rapport peut susciter une certaine indifférence de notre part. Pourquoi ? D'abord parce que parler de la gestion 2014-2018, mon Dieu, ça peut avoir qu'un intérêt historique, a priori. D'autre part, on peut penser que le rapport concernant la métropole, c'est l'affaire du Conseil métropolitain et de ses instances exécutives qui, après tout, sont assez bien fournies pour ça. Eh bien, en réalité, nous aurions tort de nous désintéresser de ce rapport, car ce document contient une mine d'informations ou d'analyses qui nous concernent en tant qu'élus d'une commune qui est à la fois membre et partenaire de la métropole. Et donc, des sujets qui concernent directement la vie quotidienne des habitants, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous sommes ici. Donc, nous ne pouvons pas, nous ne devons pas nous en désintéresser. Les recommandations qui sont synthétiques et qui sont issues de ce document sont au nombre de 6. Inutile de vous dire que c'est une vision extrêmement synthétique de ce rapport et qu'il ne peut pas nous permettre, pour avoir une vision un peu plus complète, au moins d'en approcher une lecture de certains paragraphes. En tout cas, si l'on se réfère à la recommandation numéro 1, elle consiste, de la part de la Chambre régionale des comptes, à dire à la métropole qu'il lui faut étendre les périmètres des services communs à d'autres fonctions support et d'autres communes. Quand on regarde un peu dans le détail, il s'agit pour la métropole d'envisager plus de services communs qu'il n'y en a aujourd'hui. Il s'agit aussi d'envisager plus de mutualisation, notamment en matière de finances et de ressources humaines. Quelquefois, nous avons besoin de support ou d'appui dans ces domaines. Eh bien voilà, on demande à la métropole de mettre en place des éléments et des supports à ce sujet. Il lui est demandé aussi de progresser
dans la gestion des voiries et dans l'entretien de celles-ci, ainsi que des ouvrages d'art, à savoir les ponts. Il lui est aussi demandé de rationaliser l'organisation administrative. La Chambre régionale des comptes a particulièrement pointé que la gestion des ressources humaines a conduit à une augmentation en 5 ans de 80% de la masse salariale en dehors des transferts de compétences, ce qui est absolument considérable. Elle note aussi que certains syndicats intercommunaux, notamment le CIVOM du Néron, ou un qui est plus proche de nous, le syndicat interhospitalier de la rive droite, perdure, contrairement à l'objectif national qui veut que l'on diminue globalement le nombre de ces syndicats. Et ceci est d'autant plus surprenant à ses yeux que toutes les communes qui ont constitué ce syndicat sont membres de la métropole. Elle pointe là un double emploi sur lequel il faudrait réfléchir. La recommandation numéro 2 est relative à la mise en place d'un pacte financier et fiscal de solidarité. Alors, c'est une action dont le président de la métropole a dit qu'elle était engagée dès cette année, et plusieurs d'entre nous, nous avons reçu M. Éric Rossetti, qui est vice-président ou bien délégué métropolitain, je ne sais plus, en tout cas, en charge nommément de traiter cette question pour que le pacte financier et fiscal de solidarité soit effectif, on va dire, à l'horizon d'une année. Concernant la recommandation numéro 3, réviser les modalités d'attribution de la dotation de solidarité communautaire. Et là, il s'agit de nos ressources, des ressources qui nous sont reversées par la métropole et qui sont reversées aux différentes communes. Alors là, il y a un débat, parce que la Chambre régionale des comptes dit au président de la métropole, eh bien, vous devez appliquer la loi, et donc modifier ce que vous faites actuellement. Et le président de la métropole répond, mais vous voyez bien que j'applique la loi. Donc c'est pas nous qui allons trancher cela aujourd'hui. Par contre, il serait bien que les financiers ou les fiscalistes de la métro tranchent cette question d'une façon définitive à un moment donné. La recommandation numéro 4 est plus technique. Il est demandé à la métropole de mettre en place des objectifs et des indicateurs par politique publique afin de suivre les évolutions du service rendu. Bon, là, il s'agit d'un outil, bien entendu, quand on a fixé d'abord des objectifs, ensuite de savoir où l'on en est de la réalisation de ceux-ci. Voilà, la métropole souscrit à cette idée. La recommandation numéro 5 est également très technique et de gestion courante. On demande à la métropole de mettre en conformité le temps de travail de l'ensemble des agents avec la durée légale qui est de 1607 heures par semaine. Bon. Par an. Merci. Par an. Bon, il faut croire que la métropole n'a pas encore souscrit à cette obligation. La recommandation numéro 6, on demande de réviser la politique de provisionnement afin d'y intégrer l'ensemble des risques et charges identifiés. Là, on est uniquement dans la technique financière et la métropole va souscrire à cette obligation. Alors, au final, ce rapport constate que la métropole est encore largement en chantier. Elle est en cours de constitution, ce que ne conteste d'ailleurs pas son exécutif, et qu'il lui appartient encore de faire la preuve de la pertinence de son existence. En pratique, il s'agit de prouver que son existence
permet des améliorations concrètes qui peuvent être apportées à la vie quotidienne des habitants. Alors ce document, je pense, quelque part, nous invite, dans ce grand projet métropolitain, avec une prise de conscience que l'on doit avoir, que l'on est encore bien loin de pouvoir en retirer les fruits en termes d'amélioration du quotidien des habitants et qu'il y a énormément de travail à conduire. Alors, au final aussi, ce travail considérable de la Chambre régionale des comptes présente en définitive toutes les caractéristiques d'un audit au demeurant gratuit, enfin pas pour tout le monde, puisque quelque part ce sont quand même des fonctionnaires qui l'ont produit et qui sont rémunérés par nos impôts, mais je dirais simplement que nous sommes bien placés pour savoir que les audits sont des révélateurs implacables des réalités et qu'il nous appartient derrière de dessiner les chemins d'amélioration. Voilà. Alors, peut-être pour ouvrir le débat s'il y a lieu, si certains d'entre vous ont lu cet audit, il ne s'agit pas, encore une fois, ni de l'approuver, ni peut-être d'apporter des réponses, puisqu'elle relève de la métropole, mais de susciter le débat. Merci Gérard. Y a-t-il des remarques, des interventions sur ce rapport, sur ce qui a été évoqué ? Non ? Parce qu'effectivement, comme Gérard l'a très très bien expliqué, ce rapport est bien fourni et c'est vrai qu'on a bien conscience, et comme tu le disais justement, l'exécutif en a aussi bien conscience, c'est une toute jeune métro, une toute jeune métropole qui s'est mis en place et qui a encore beaucoup de marge de manœuvre. Alors après, on a pu voir aussi des enjeux politiques qui étaient un petit peu nuisibles pour certains. Mais bon, ça a l'air d'être en train de se mettre en place. Alors donc je vais mettre au vote ce rapport. Qui ne prend pas part au vote ? Personne. Qui s'abstient ? Non. Qui est contre ? Personne. Donc après en avoir délibéré, le conseil municipal prend donc acte du rapport et du débat intervenu. Et bien voilà pour les 2 points que nous avions ce soir. Il me reste à vous présenter 3 décisions administratives. La première concerne le mandatement de la société IAD France, représentée par M. Clément Faure, pour la mise en vente du terrain communal situé au 22 impasse Léon Odos. C'est un terrain qui donc appartient à la commune, qui est en vente depuis assez longtemps, sans avoir encore pour l'instant pu trouver preneur. Donc on a fait le choix de mandater un agent immobilier de chez nous, à Noyaret. Pour information, cette parcelle fait 250 mètres carrés. Elle est, comme je l'ai dit, au 22 impasse Léon Odos. La deuxième décision administrative que j'ai prise concerne la signature d'une convention d'occupation précaire dans un des logements qui appartient à la commune, à l'immeuble Saint-Jean. Donc, dans la vision globale que nous avions, c'était effectivement de pouvoir faire rentrer un petit peu d'argent pour payer notamment les futures sorties EPFL, puisqu'elles ne vont pas forcément s'équilibrer. Et dans cette démarche-là, nous avons donc fait le choix de vendre un appartement, l'appartement dont la commune était propriétaire, à l'immeuble Saint-Jean. Il y a une personne qui occupait ce logement,
qui part donc dans un mois. Donc elle a demandé de pouvoir rester un mois de plus, ce que nous avons bien évidemment accepté avant de mettre l'appartement à la vente. Donc elle va quitter le logement début juin. La troisième décision administrative concerne le mandatement de la société IAD France avec Madame Céline Baudier, qui est aussi une habitante de Noyaret, pour vendre le bien dont je viens de parler, qui est donc situé à l'immeuble Saint-Jean et qui sera mis en vente dès maintenant, puisque la décision a été prise, et il sera libéré quand la personne aura pu le libérer. Voilà pour les 3 décisions administratives qui ont été prises. Est-ce qu'il y a des questions diverses ? Attends, on va te donner un micro parce que les gens qui regardent via Facebook n'entendent pas si on n'a pas de micro. J'ai ouï dire, je sais de source sûre qu'il y a certaines communes de l'Isère qui ne font pas partie de la métro, qui font partie de la communauté de communes, dans laquelle les élus qui vont être amenés à tenir les urnes pour les élections vont être vaccinés, sont prioritaires pour les vaccinations. En gros, le Grésivaudan, les élus du Grésivaudan ont des créneaux pour être vaccinés. Donc j'aimerais savoir si, par rapport à la métro, vous avez des news, si JB, tu as des informations par rapport à ça. Alors, du coup, effectivement, tiens, c'est mon tic verbal celui-là. Vous allez les compter maintenant, je vous l'ai dit. Il y a une réunion, ça tombe bien, mais pas de bol, demain soir à la métro pour justement aborder cette question-là. Sur quels critères, quelle forme, voilà. Donc on pourra répondre, mais après demain. Une partie de l'Isère sera vaccinée, qui se mettent un peu en accord, que ce soit les communautés de communes ou les métropoles qui arrivent à accorder leur violon, parce qu'il n'y a pas de critères pour là-bas, c'est n'importe qui se fait vacciner. À partir du moment où tu es un élu et que tu vas tenir les urnes, ils te vaccinent. Ils ne cherchent pas à savoir si tu as des comorbidités, si tu es jeune, vieux. Tu veux être vacciné, oui, hop, tu es vacciné. Et ils ont des créneaux. D'accord. Donc voilà. Écoute, on en saura un peu plus dans 2 jours. D'autres souhaits d'intervention, de remarques ? Pas spécialement. Bien, puisque nous n'avons pas d'autres questions diverses, je vous propose de lever la séance de ce soir. Merci de votre participation. À bientôt.